Une partie de mon métier aujourd'hui, eh bien, c'est de relire le code des autres. Et naïvement, je pensais que plus vite on faisait la relecture de code, plus vite on allait livrer le code en question et donc bouger les tickets dans Jira de gauche à droite. Et donc plus on faisait ça vite, mieux c'était puisque le projet avançait. Et pourtant, j'ai vu des projets s'arrêter par manque de budget, des projets qui avançaient bien où tout le monde était passionné, investi dans ce qu'il faisait, et puis des projets où tout le monde démissionnait tous les 6 mois. Et pourtant, dans tous ces projets, eh bien, on avançait bien les tickets de gauche à droite, généralement dans les temps. Donc, quel est le vrai problème qu'il y a derrière ? Eh bien, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec un de mes architectes qui m'avait dit que lorsqu'on crée une nouvelle tâche de code, on va l'estimer en nombre de jours ou de demi-journées qu'on va passer dessus à la coder. Donc par exemple, telle tâche on va mettre 2 jours et celle-ci 1 jour. Mais une fois qu'on a développé la tâche en question et qu'on la livre, eh bien personne va chiffrer la dette technique qu'il y a dans la tâche qu'on vient de livrer. Et donc avec le temps, on va accumuler une dette technique qui au départ est invisible puisqu'elle gêne personne et qui va devenir de plus en plus visible entre guillemets, c'est-à-dire de plus en plus gênant pour l'équipe et qui va commencer à ralentir tout le monde. C'est-à-dire que même les chefs de projet et le management qu'il y a au-dessus vont commencer à se rendre compte que l'équipe avance de plus en plus lentement. Donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est que plutôt que de voir les bonnes pratiques, on va raisonner par l'absurde et on va voir comment on peut détruire une codebase. Si vous êtes mal intentionné, que vous voulez vous venger d'un ancien employeur qui était horrible ou je sais pas quoi, eh bien vous aurez des techniques aussi. Donc on va voir comment détruire une codebase sans se faire choper et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Alors, la première technique, eh bien, ça va être ce que j'appelle sécuriser son poste. Et ça me fait penser à un projet où il y avait quelqu'un qui avait l'air bon et qui travaillait tout seul dans son coin. Personne savait vraiment ce qu'il faisait et dès qu'il partait en vacances, on était obligé d'attendre qu'il revienne puisque personne voulait vraiment reprendre sa partie. Mais ce qui était génial, c'est que tout le monde le considérait un petit peu expert sur son domaine en question puisqu'il n'y avait que lui qui intervenait sur tel domaine du projet. Et une fois, par curiosité, je suis allé voir ce développeur pour lui demander mais au fait, pourquoi tu travailles autant en silo? Et en fait, ce qu'il m'a dit m'a marqué puisqu'il m'a dit en fait, je sais pas trop ce que je fais, je me sens pas très bon en code et donc la technique que j'ai trouvée entre guillemets pour pas me faire virer, ça va être de me rendre indispensable sur un domaine du projet, en prenant systématiquement tous les tickets qui concernent cette zone-là et en parlant à personne. Donc en fait, tout le monde croyait qu'il était expert sur son domaine, mais lui, il se sentait mauvais, il n'avait pas vraiment confiance en lui, et ce qu'il faisait, c'est qu'il sécurisait son poste en créant un silo de connaissances, tout simplement. Et en plus, l'avantage, c'est que personne regardait réellement le code qu'il tapait, si c'était de qualité ou non, puisque c'était lui le responsable, entre guillemets, de cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment génial pour détruire une code base. Ça va être plutôt d'avoir une équipe qui peut avancer sur un projet, de venir casser tout le projet en silo, et que tout le monde soit bloqué dès que vous n'êtes pas là. Donc comment on fait ça ? Eh bien la première chose à faire pour sécuriser votre poste, ça va être de systématiquement vous jeter sur les tickets qui concernent la zone en question. D'accord ? Vous voulez surtout qu'aucun autre développeur vienne interagir sur votre petit domaine d'expertise dans le projet. Donc prenez tous les tickets qui concernent votre zone dans le projet. Deuxièmement, essayez d'écrire du code plutôt illisible. Donc c'est ce qu'on va voir dans les autres anti-patterns, mais écrivez du code qui est très difficile à relire et si jamais un autre développeur veut reprendre votre petit secteur, il pourra pas parce que c'est tellement illisible que vous seul pouvez intervenir dessus. Troisièmement, si on vous pose des questions sur comment fonctionne votre code, essayez de répondre de la plus vaguement possible. D'accord ? Essayez d'être pas clair. Il faut que votre réponse ait l'air de dire quelque chose, mais que ça permette pas réellement de reprendre en main votre code. Et en bonus, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous partez en vacances et qu'un autre développeur a commencé à prendre des tâches et travailler un petit peu votre code base, là ça devient dangereux puisque vous pourriez travailler à plusieurs sur la même zone dans l'application. Donc ça c'est pas bon. Donc ce que vous faites, c'est quand vous revenez de vacances, vous reprenez le code qu'a tapé l'autre et vous le refactorisez. Vous changez les noms de variables, vous créez des nouveaux modules, etc. pour que ce développeur en question puisse jamais retrouver le travail qu'il avait fait. Et en plus, vous avez la légitimité de faire ça puisque vous dites écoutez, ça c'était mon secteur, le développeur John il a repris, mais il n'a pas bien fait le code par rapport à ce que j'avais fait avant, donc j'ai refactorisé. Et donc là vous êtes bon, vous venez de reconstruire votre silo, donc c'est parfait. Donc vous voyez, en quelques étapes simples, sans avoir à progresser sur vos compétences, vous pouvez créer un silo et passer pour un expert. Donc ça c'était la première astuce pour détruire une codebase, créer le plus de silos possible, casser la communication et ne jamais travailler en équipe, c'est vraiment le top. Le deuxième anti-pattern, alors celui-là je l'adore, ça va être de créer plusieurs états pour exactement la même donnée. Donc on va prendre l'exemple d'un simple tableau pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cet anti-pattern. Donc on va simplement prendre un tableau qui est une liste d'alarmes qui ont des noms et qui peuvent être actives ou non. Et donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est que plutôt que d'avoir un simple tableau d'alarmes où quand on sélectionne une alarme, on va venir modifier une seule fois la représentation de la donnée qui est une alarme liste, on va surtout pas faire ça. Pourquoi ? Parce que là le code il est efficace. On sélectionne une
alarme, on modifie un seul état, et puis ensuite on peut récupérer simplement les alarmes sélectionnées ou non en faisant une requête sur cet état-là. Donc là c'est pas bon parce que le code est trop efficace. Donc ce qu'on va faire pour détruire la codebase, c'est qu'on va multiplier le nombre d'états pour représenter cette liste d'alarmes par 3. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement créer 3 variables. Notre tableau avec toutes les alarmes, seulement les alarmes sélectionnées, et enfin un autre tableau avec seulement les alarmes désélectionnées. Et donc là, ce qui est génial, c'est que quand on va vouloir commencer à manipuler ces données, comme par exemple sélectionner juste une alarme, eh bien ce qu'on va devoir faire va être extrêmement compliqué, puisqu'on va devoir multiplier par 3 les traitements, puisqu'on va avoir 3 variables, 3 états à maintenir à jour à chaque modification. Donc vous voyez comme le code est beaucoup plus touffu, beaucoup plus velu, et qu'on comprend beaucoup moins ce qu'on est réellement en train de faire. Et maintenant, vous pouvez imaginer l'opération inverse. Qu'est-ce qu'on devrait faire si on désélectionne une alarme? Eh bien pareil, on est obligé de remaintenir nos 3 états. Et tout le monde croit que vous bossez beaucoup, puisque vous avez écrit beaucoup de code, donc c'est socialement accepté, vous passez incognito pour détruire votre codebase. Et juste avant de passer au 3e anti-pattern, eh bien pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, parce qu'on est de plus en plus nombreux, eh bien je m'appelle Simon, j'ai été un des plus jeunes formateurs JavaScript Angular de France, puisqu'à seulement 26 ans, eh bien je formais des ingénieurs logiciels de métier à Atos, qui est une des plus importantes sociétés d'informatique d'Europe, puisqu'elle compte plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Mon objectif à travers cette chaîne, eh bien, c'est de rendre le code d'entreprise, ce que j'appelle le code senior, accessible au plus grand monde, au-delà des tutoriels qu'on peut faire à droite à gauche, avec le même niveau technique que ce que je peux enseigner dans mes formations en présentiel. Donc, si vous souhaitez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien, je ne peux que vous proposer de suivre la chaîne pour recevoir une vidéo et un défi JavaScript chaque semaine. Mais maintenant, passons à notre 3e anti-pattern. C'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant des années. Ça va être d'écrire des commentaires. Mais pas seulement écrire des commentaires, écrire beaucoup de commentaires. Alors aujourd'hui, j'ai un dicton qui est que les commentaires mentent, la documentation ment, les gens mentent, mais le code ne ment pas. Mais à l'époque, je pensais que plus on documentait son code, mieux c'était. Donc, je vais vous montrer comment écrire beaucoup de commentaires, mais surtout écrire des commentaires particulièrement inutiles. Donc la première chose que je vais faire, c'est que pour chaque fonction, chaque classe, etc., je vais écrire un commentaire, mais je vais pas écrire un commentaire pour expliquer pourquoi j'ai écrit ce code en question, mais simplement pour écrire le what, c'est-à-dire ce que fait le code. Donc ce qui est génial ici, c'est que on va simplement en fait dupliquer ce que fait le code sous la forme d'un commentaire. Donc on n'ajoute absolument aucune information pertinente, mais on vient de doubler la quantité de code qu'il va falloir relire. Donc ça c'est génial pour ajouter de la confusion. Au lieu de lire 50 lignes de code efficaces et bien écrites, vous allez lire 100 lignes de code qui sont simplement une duplication avec le commentaire. Et donc ça, c'est vraiment un anti-pattern pour détruire une codebase à long terme, puisque petit à petit, le projet va évoluer et donc il y a des requirements qui vont changer. Et c'est là que ça devient génial, c'est parce que les développeurs qui vont passer sur votre code, généralement, vont mettre à jour le code en question pour corriger le bug ou modifier, implémenter la nouvelle fonctionnalité. Mais très rarement, on va mettre le commentaire qui est au-dessus à jour. Tout simplement parce que la seule chose qui fait que vous allez pouvoir livrer votre fonctionnalité ou votre bug fixe, ça va être que le code marche. Mais les commentaires, généralement, on ne va pas les mettre à jour. Et donc, petit à petit, sur un fichier de 100 lignes, vous allez obtenir 50 lignes de commentaires qui ne décrivent pas ce que fait le code. Et donc, c'est génial pour ajouter de la confusion, puisque une personne va lire votre code, va lire le commentaire qui est au-dessus, et va juste se demander, mais pourquoi c'est pas aligné? Et donc là, vous créez de la confusion, des petites surcharges mentales en permanence pour votre équipe, sans rien faire. Et maintenant, il y a 2 méthodes d'aller encore plus loin pour abîmer le cerveau des gens. Premièrement, ça va être de mettre des commentaires / to do, en écrivant quelque chose à faire. Alors, si possible, en décrivant un peu tout et n'importe quoi, limite des tâches qui sont pas liées au code qui est en dessous. Donc là, comme vous le voyez dans l'exemple, j'ai rajouté to do, ajouté une autre méthode pour désélectionner une alarme. Ça n'a absolument rien à faire au-dessus de ce code-là, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de rajouter de la confusion. Et puis un autre commentaire qui explique comment ce qu'on devrait faire en fait pour améliorer cette méthode, mais surtout on va pas le faire nous. C'est-à-dire on va simplement mettre un commentaire tout doux et quand les personnes repasseront dessus, elles se demanderont est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça a déjà été fait. Donc le commentaire tout doux il est très puissant et la deuxième technique vraiment, et là c'est bonus, ça va être dans votre commentaire d'écrire ne pas modifier le code qui est en dessous. Et alors ça c'est génial puisque quand vous relisez ce code vous dites bon je peux pas modifier le code qui est en dessous. Et en même temps, vous dites, je peux pas supprimer le commentaire, parce que si je supprime le commentaire, l'autre développeur qui va passer, il va se dire qu'il va pouvoir modifier le code. Mais le commentaire me dit que le code ne doit pas être modifié. Donc là, c'est absolument génial. Vous venez de complètement figer un bout de code. Personne ne sait ce qu'on doit faire avec, à part qu'on ne doit pas y toucher. Donc voilà, ça c'est mes techniques pour détruire une codebase à coup de commentaires. Et comme vous le voyez, ça permet d'alourdir énormément la base de code. Mais vous pouvez simplement dire que vous avez ajouté des commentaires, vous avez documenté votre code. Et donc tout le monde dans votre équipe va se dire, c'est génial, c'est un bon développeur, il commande tout ce qu'il fait. Bien joué. 4e anti-pattern,
essayez de donner des noms bizarres et ambigus à tout ce que vous écrivez. Alors ça, je me rappelle à l'époque, c'est un des meilleurs tech leads que j'ai eu, mais je m'en suis rendu compte que, je dirais a posteriori. À l'époque, c'était quelqu'un qui nous disait en permanence de renommer nos variables, pourquoi on avait appelé ça X et à un autre moment Y, et limite, c'est quelqu'un qui organisait des points pour nommer des variables. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On a autre chose à faire que de nommer des variables. Il y a plus important à faire, non? Donc à l'époque, je me disais que le mec était fou et qu'on perdait un temps de dingue. Mais entre-temps, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis, eh bien c'est de relire mon propre code pour aller par exemple corriger un bug. Et en fait, je ne comprenais même pas ce que faisait le code que moi-même j'avais écrit il y a quelques mois. Donc c'est assez classique, mais c'est pour vous dire les dégâts que peuvent faire un mauvais nommage. Donc, par exemple, dans mon code, j'avais des méthodes qui s'appelaient execute ou update data. Vous voyez bien que, en lisant ce code, on sait même pas ce que ça fait. Et donc, ce que m'avait dit ce tech lead à l'époque, eh bien, c'était que le renommage des variables, ou simplement le bon nommage si on le fait dès le départ, eh bien, c'est une des activités les plus sous-estimées de notre métier. Et si vous pensez encore que le nommage des variables, eh bien, est pas si important que ça, regardez, par exemple, ce code en question. Si les variables sont pas importantes, eh bien, on peut tout appeler x, y, z. En quoi c'est gênant, puisque le nommage des variables n'est pas important. Pourtant, vous voyez bien qu'en relisant ce code, c'est infernal de comprendre quoi que ce soit là-dedans. Vous n'avez pas envie de bosser dans une code base écrite comme ça. Et donc avec le temps, je me suis fait un peu une checklist pour écrire les noms les plus pourris possibles. Donc premièrement, eh bien, partez du nom, par exemple pour nommer une variable, le nom que tout le monde utilise. Donc par exemple, le password d'un administrateur, eh bien, on pourrait se dire, on va l'appeler admin password. Surtout pas, c'est beaucoup trop clair et on comprend ce que c'est. Donc, ce qu'on va faire à la place, eh bien, premièrement, ça va être de faire sauter le contexte. Donc, pour ça, c'est très simple, on va simplement écrire une variable avec un seul mot. Comme ça, on n'a pas le contexte de savoir exactement ce qu'il y a dans cette variable. Donc, on va simplement appeler ça password. Du coup, on sait plus si c'est le password d'un user, d'un administrateur, etc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est partir de l'idée fausse que les noms de variables courts sont plus performants pour la machine. Alors, c'est une idée qui est en partie vraie, mais c'est absolument ridicule puisque ce qu'on veut optimiser, c'est pas des nanonièmes de seconde sur une machine qui de toute façon va minifier votre code. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est raccourcir ce nom de variable qui n'a pas de contexte. Donc, au lieu d'écrire password, on va écrire PSSWD, d'accord? C'est vrai qu'en relisant un peu le code, on peut deviner que ça veut dire password, mais ça va demander une petite surcharge mentale à chaque fois que vous allez relire la variable. Donc ça, c'est génial, on peut abîmer un peu le cerveau des gens pour pas cher. Et en plus, vous pouvez vous protéger en disant que, eh bien, en raccourcissant le nom de la variable, votre programme est plus performant, non? D'accord? Les noms de variables courts sont plus performants puisque la machine a moins de caractères à traiter. Donc, c'est génial, on va abîmer le cerveau des gens en se faisant passer pour un bon développeur qui se soucie de la performance. Vous pouvez même aller plus loin, alors ça c'est de plus en plus rare, mais en simplement remplaçant toute la variable par juste une lettre et en mettant un commentaire au-dessus. Donc ça c'est pas mal, vous combinez deux anti-patterns, vous mettez un nom de variable qui ne veut rien dire et vous mettez un commentaire au-dessus pour expliquer le nom de votre variable qui ne veut rien dire. Donc ça c'est assez excellent et puis je vais vous donner vraiment une pépite, ça va être de combiner des noms de variables qui ne ressemblent à rien avec des regex. Et donc ça, c'est vraiment un excellent moyen de détruire une codebase parce que votre code va avoir l'air intelligent. Vous utilisez des regex, vous êtes intelligent, vous écrivez du code compliqué. Bien joué. Et donc là, on combine les regex avec des noms de variables qui ne veulent rien dire et du coup, on obtient des conditions dont on ne sait même pas ce que ça fait. Parfait. Et le cinquième anti-pattern, pareil, pour détruire une codebase petit à petit sans se faire choper, eh bien, ça va être d'utiliser des magic numbers. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, je ne savais pas ce que ça veut dire et même si vous croyez avoir compris, écoutez bien ça. En fait, donc à l'époque, j'avais demandé autour de moi, mais c'est quoi ce qu'on appelle des magic numbers? Et ce que m'avaient dit les développeurs plus expérimentés, eh bien, c'était que c'est toutes les valeurs qu'on décrit en dur. Donc, par exemple, l'âge légal pour boire de l'alcool aux États-Unis, c'est 21 ans. Et donc, on va écrire 21 partout dans notre code pour checker si tel utilisateur a le droit ou non de boire de l'alcool. Mais là où j'avais raté un wagon, c'est que ça s'applique aussi aux chaînes de caractères. Si vous testez en permanence que le type d'un produit, il est digital ou physique, eh bien, le digital ou le physique, c'est une magic string. Pourtant, c'est du code très courant qu'on voit partout et ça ne dérange personne. Donc, les magic numbers, faut toujours aussi penser aux magic strings. Et ça, je trouve qu'on n'a pas assez le réflexe. Sur les nombres, ça nous paraît évident, et sur les chaînes de caractères, pas du tout. Et une fois que vous avez chopé les deux, vous vous rendez compte qu'en fait, vous en écrivez partout toute la journée. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment on va détruire notre code avec ces magic strings et ces magic numbers. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous repérez une information importante dans le projet, par exemple, si un produit
est physique ou digital, eh bien vous allez essayer de le dupliquer dans des if-else absolument partout dans votre code. Donc vous le dupliquez au moment où vous testez la logique métier, vous le dupliquez dans votre vue pour gérer l'affichage entre un produit physique ou digital, et puis vous le dépliquez aussi au moment où vous allez récupérer la donnée du serveur pour savoir si c'est digital ou non. Donc là c'est génial, vous encapsulez absolument pas la logique, vous dupliquez le plus possible votre code, et comme ça si demain par exemple il y a un troisième type de produit qui est ajouté à votre catalogue, eh bien vous serez obligé de repasser un peu partout à rajouter des if-else. Petit bonus, vous pouvez combiner les magic number et les magic string avec les données du back-end qui généralement s'appelle response.data. Et bonus, vous pouvez utiliser un magic number ou un magic string avec un nom ambigu et bizarre. C'est très compliqué pour un développeur qui va relire ce code et qui doit fixer un bug, ce que veut dire response data custom. Et donc c'est top, et vous pouvez même aller un peu plus loin, et celui-là je l'adore, c'est utiliser un magic number dans l'index d'un tableau. Ça, ce code-là, pour comprendre que dans votre tableau, l'élément à l'index 4 a une signification pour le business de votre client, et en plus, ça va pas alerter grand monde. C'est-à-dire que ça peut passer facilement en review de code. Il y a très peu de développeurs dans la relecture de code pour lesquels ça va faire tilt de se dire, tiens, c'est bizarre, on a un if product type digital, pourquoi on n'a pas une classe un peu métier qui encapsule le fait qu'un produit digital ou non? Parce que cette logique, on va la croiser partout. Pourquoi c'est dupliqué n'importe où dans le projet? Donc ça va vous permettre de détruire votre code base incognito. Voilà, donc on arrive sur la fin de cette vidéo sur les anti-patterns. Bien sûr, apprendre avec l'humour, mais l'idée que je voulais faire passer, c'est que bien souvent, pour améliorer votre code base, l'idée c'est pas de rajouter des trucs de fou, des design patterns délirants, simplement d'arrêter de faire ce qui marche pas. Et il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, je crois que j'aime bien là-dessus, mais c'est très vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que la perfection, elle n'est pas atteinte quand vous avez plus rien à ajouter, mais quand vous avez plus rien à enlever. C'est le contraire qu'on veut faire. Et ça, cette approche minimaliste dans le code, je la trouve très forte. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous êtes actuellement en train de chercher à devenir développeur web professionnel et que vous avez trouvé que la vidéo vous a apporté de la valeur, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Tout d'abord, vous pouvez passer de temps en temps sur la chaîne, pas besoin de s'abonner. Vous pouvez regarder, normalement j'essaie de sortir une vidéo par semaine et un défi JavaScript dans l'onglet communauté tous les lundis. Deuxièmement, vous pouvez poser vos questions, interagir, mettre un petit pouce bleu sous les vidéos. Ça va permettre de faire vivre cette chaîne, d'avoir des feedbacks et puis de développer cette communauté de futurs développeurs professionnels. Et l'idée, c'est pas simplement d'avoir plus d'abonnés, mais c'est surtout que demain, on aura plus de légitimité pour aller demander une interview auprès d'un tech lead chez Google, d'un architecte chez Netflix, pour savoir un petit peu ce que eux ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils font toute la journée. Et je pense que ça peut avoir de la valeur d'interviewer ces gens-là et qu'on poste tout ça sur la chaîne YouTube. Et troisièmement, si mon parcours vous intéresse, eh bien, je vous donne les 3 stratégies, les 3 seules stratégies que j'ai appliquées pour passer de développeur junior lambda à formateur professionnel sur Angular chez Atos en moins d'1 an. Et donc, vous retrouverez ces 3 stratégies en description sous la vidéo. Elles sont gratuites et accessibles immédiatement. En tout cas, je vous souhaite bon développement à tous et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. À bientôt.